Yes. So the last speaker is Julia Rosier, PhD student at Genome Networks team. So Julia, if you are ready, you can start. Oui. Margot, your microphone is... The sound is really bad, Margot. I think you should mute yourself. Sorry. Yeah, there is a lot of noise. Sorry. So, can you hear me? Sorry. It's much better. It's good. Okay. Sorry. Hop là. Alors, je vais switcher en français. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez bien? Comme je n'ai pas de retour. Oui. Pas de souci. Parfait. Merci. Donc, eh bien, pour ce dernier talk de la session, déjà, merci à tous d'être présents et merci donc, à l'organisation de me permettre de parler aujourd'hui. Donc, durant ce talk, je vais vous présenter à la fois une méthode, mais aussi l'application que j'en ai faite durant donc, ma thèse, puisque je suis actuellement en deuxième année de thèse à l'IPS2 et l'IJPB, et je travaille sous la supervision de Marie-Laure Martin-Magnette et Sylvie Coursol. Donc, la méthode que je vais vous présenter se nomme PLM Detect. Et je l'ai appliqué dans le cadre donc, du titre que vous voyez ici, c'est-à-dire une cartographie de novo de motifs 6 régulateurs fonctionnels dans les régions proximales 5' et 3' des gènes chez Arabidopsis et le maïs. Donc, je vais revenir sur tout ça, même si il y a eu justement dans les talks précédents toute l'introduction en fait, que je vais faire, donc je vais pouvoir passer assez vite dessus. Donc, comme on l'a dit précédemment, la régulation transcriptionnelle se fait majoritairement par l'intervention des facteurs de transcription qui viennent se fixer à l'ADN sur ce que l'on appelle des éléments cis-régulateurs ou des motifs cis-régulateurs. Et ces fixations peuvent se faire à différents niveaux par rapport aux gènes qu'elles vont réguler, c'est-à-dire que ça peut se faire au niveau proximal, ce qui va nous intéresser dans le reste de cette présentation, ou alors, encore une fois, au niveau distal, avec des interactions qui vont se faire via des repliements chromatiniens. Et donc, comme je le disais, dans ce talk, je vais m'intéresser à la détection de motifs cis-régulateurs dans les régions proximales et qui sont en fait des motifs, les motifs cis-régulateurs sont des séquences de 4 à 15 bases. Donc, je passe un peu vite dessus. La détection de ces motifs cis-régulateurs peut servir à de nombreuses choses, comme typiquement avoir de nouvelles connaissances sur la régulation des gènes en identifiant de nouveaux acteurs impliqués dans la régulation de certains gènes. Ça peut également participer à la notation fonctionnelle de gènes qui sont orphelins de fonction ou encore apporter l'information d'un point de vue évolutif. Et dans le cadre de moi, ce que je mène également sur la diversité des plantes, puisque je travaille sur 2 modèles de plantes et je vais revenir dessus après. Donc, et ce que je mettais également en conclusion de ces diapositives, c'est que des changements dans les éléments cis-régulateurs peuvent être reliés à des changements de patterns d'expression des gènes et par conséquent à des nouvelles fonctions de ces gènes. Et ça va au-delà de ça, puisque ça peut permettre d'apporter de la diversité au sein même donc, des plantes, mais même d'autres espèces. Et donc, pour détecter ces motifs impliqués dans la régulation transcriptionnelle, il y a 2 types d'approches que j'ai distinguées, les approches expérimentales qu'on a beaucoup vues dans les talks précédents, donc que j'ai cité le ChIP-seq, SelectSeq ou DAPSeq. Et il y a également des approches dites in silico, les plus connues ayant déjà été citées, et puis d'autres que je vous ai également mis sur la diapositive. Et ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que ces 2 types d'approches, finalement, sont complémentaires dans les résultats qu'elles peuvent apporter. Alors, dans cette présentation que je vous fais, je vais me focaliser sur une méthode en particulier, qui est la méthode PLM Detect, comme je vous le disais. Donc, je vais vous parler de la méthode PLM Detect. Je vais ensuite vous parler d'une interface web, d'un site web qui est en cours de développement, mais qui est déjà accessible, qui met à disposition cette méthode PLM Detect. Et enfin, je vous expliquerai dans la dernière partie comment j'ai exploité PLM Detect et pour répondre à ma problématique que j'avais indiquée dans le titre. Alors, pour la méthode PLM Detect, donc,
la méthode PLM-Detect recherche ce que l'on appelle des motifs préférentiellement localisés, donc des PLM. Elle a été développée initialement en 2010 par Virginie Bernard, et cette méthode a été développée initialement pour analyser les séquences promotrices chez Arabidopsis. Elle a ensuite été étendue il y a de ça 2 ans pour également regarder les séquences terminatrices, donc côté 3', les régions 3'. Et donc, comment fonctionne cette méthode? Eh bien, voici le schéma là que je vous représente. Donc, en repartant du principe qu'on va analyser des séquences promotrices ici, la méthode PLM-Detect va prendre en entrée classiquement un jeu, une liste de gènes différentiellement exprimés dans une expérience, donc typiquement soit up-régulé, soit down-régulé, et va prendre l'ensemble des promoteurs. Ces promoteurs vont être alignés sur leur TSS, et alignés sur leur TSS ensuite, la méthode va avoir un autre dataset en entrée qui est un jeu de motifs. Donc, le jeu de motifs, ça peut être soit un jeu de motifs déjà expertisé, donc c'est-à-dire des TFBS déjà connus, ou encore une fois, on peut aller vers du de novo, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Mais partons du cas simple, avec un motif qui vous est donné ici. Et donc, pour un motif donné, la méthode, ce qu'elle va faire, c'est j'ai l'ensemble de mes séquences qui sont données en entrée et qui sont alignées sur le TSS. Je vais compter à chacune des positions le nombre d'occurrences du motif ici que je retrouve. Et ainsi, en comptant en fenêtre glissante, la méthode va être capable d'obtenir une distribution pour chacun des motifs qui auront été fournis en entrée. À partir de ça, la méthode va ensuite rechercher s'il y a un pic dans cette distribution. Et si effectivement elle détecte un pic pour ce motif, eh bien, elle considère que le motif est préférentiellement localisé par rapport à notre référence qui est dans notre cas ici le TSS, mais ça pourrait très bien être le TTS, donc le site de terminaison de la transcription, si on regardait les régions terminatrices. Et donc, ce motif-là est dorénavant appelé un PLM. Donc, PLM Detect, pour résumer, c'est une méthode qui se base sur le comptage exact d'occurrences, enfin de mots, et elle considère un a priori biologique qui est la position du TSS, puisque l'on va déterminer que les motifs qui vont être détectés sont des motifs d'ADN, mais à une position préférentielle de notre référence. Et là, dans notre exemple, comme je le disais, c'était le TSS, mais ça peut être aussi le TTS. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'un PLM détecté, c'est un motif d'ADN, mais aussi une position. Et là, ça me permet de switcher sur l'outil, donc le site web qui est en cours de développement, mais qui est d'ores et déjà accessible, à savoir PLM View, qui met à disposition justement de la communauté la méthode PLM Detect pour la lancer classiquement sur des sets de gènes différentiellement exprimés, comme je le disais tout à l'heure, soit up-régulés, soit down-régulés, et pour rechercher des éléments cis-régulateurs communs à notre ensemble de gènes co-exprimés. En l'occurrence. Et donc, comment se présente l'interface? Donc, comme je le dis, elle est encore en cours de construction, mais d'ores et déjà accessible. Et donc, l'idée, c'est ce que je vous disais, vous arrivez avec votre liste de gènes. Alors, actuellement, l'interface possède 4 espèces de plantes, puisqu'on s'intéresse aux plantes, qui sont Arabidopsis thaliana, l'irrata, Zea maïs et également le sorgho. Mais 16 nouvelles espèces vont très rapidement être ajoutées, donc 16 espèces de plantes. Mais il y a également la possibilité de rentrer ses propres séquences customisées, personnalisées, et donc par conséquent même pouvoir analyser d'autres espèces qui ne sont pas des plantes et qui n'auraient pas été implémentées par nous dans le site web, tout simplement. Et donc, il est possible d'analyser les régions qu'on a qualifiées soit 5', soit 3', c'est-à-dire promotrices ou terminatrices. Et les résultats donc, que peut obtenir la méthode PLM Detect eh bien, sont les suivants. Donc, déjà, dans un premier temps, on va pouvoir avoir sur PLM View une cartographie des PLM qui ont été détectés sur l'ensemble des gènes que l'on a mis en entrée. C'est-à-dire que vous allez avoir cette représentation graphique avec les gènes répertoriés en ligne et puis un carré qui nous indique si le PLM qui a été détecté est bien présent dans notre gène considéré. Par exemple, ici, CCTTTT qui est bien présent dans le gène numéro 2. Et ainsi de suite. Ça permet comme ça d'avoir une visualisation simple et une représentation simple de l'ensemble des PLM qui ont été détectés. Et derrière, il y a également une table qui résume donc l'ensemble des distributions qui ont été calculées pour chaque motif, le motif considéré, le score associé et les positions qui lui sont associées, ainsi que la description, ça elle est disponible dans notre base de données, à savoir donc ici la fonction ou la description. Et donc, PLM View, comme je le disais, est d'ores et déjà accessible donc, via cette URL qui vous est indiquée ici, mais il est toujours en cours de construction. Donc, pour l'instant, c'est complètement des phases de test, mais justement, on serait heureux d'avoir vos retours là-dessus. Donc, nos adresses mail sont mises sur le site. Donc, si vous voulez participer au test de PLM View, vous êtes évidemment les bienvenus.
Alors, maintenant que PLMView a été présenté et que je vous ai présenté la méthode PLM Detect, je vais pouvoir rebasculer sur ma question initiale, enfin sur finalement le titre que je vous ai présenté, avec la question suivante qui était de savoir si, lorsque je considère deux génomes extrêmement différents de plantes, donc là en l'occurrence Arabidopsis thaliana d'un côté et Zea maïs de l'autre, est-ce que finalement le contenu en PLM, en motif référentiellement localisé, va changer et en quoi il va changer? Et donc, pour répondre à donc déjà, les deux espèces, pour faire un petit résumé rapide, le génome d'Arabidopsis, c'est environ 125 mégabases qui aura plutôt tendance à être assez riche, alors que le génome du maïs, on va être sur 2,3 gigabases et sur un génome GC riche. Et donc, pour répondre à cette question, eh bien, ce qu'il a été nécessaire de faire, c'est identifier genome-wide, donc à l'échelle du génome, et de novo, c'est-à-dire sans aucun a priori, sans se baser sur des TFBS déjà connus, par exemple, sur des motifs déjà expertisés, eh bien, identifier mes PLM de novo et genome-wide pour les deux espèces, dans chacune de mes régions d'intérêt, qui, je le rappelle, sont les promoteurs et les terminateurs. Donc, comment j'ai fait cela? Eh bien, je vous ai présenté un petit schéma ici pour vous indiquer les régions qui ont été étudiées par rapport aux gènes. Donc ici, vous avez la représentation simplifiée d'un gène avec les régions qui ont été étudiées pour Arabidopsis indiquées en bleu et les régions pour le maïs indiquées en orange. Et donc, l'idée a été la suivante pour identifier des PLM genome-wide. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble des régions proximales, par exemple, si je me focalise sur le 5', l'ensemble des régions proximales 5' chez Arabidopsis. J'ai, pour faire du de novo, lancé l'analyse PLM Detect avec tous les motifs, toutes les combinaisons de motifs possibles de taille 4 à taille 8, donc tous les 4 mères et jusqu'à tous les 8 mères. Et avec cela, eh bien, je détecte un ensemble de PLM pour chacune de mes régions et pour chacune de mes espèces, ce qui me permet de faire du genome-wide et du de novo. Et donc, la première question que je me suis posée à la suite de ça, une fois que j'avais obtenu tous ces PLM pour chacune de mes régions et d'espèces, eh bien, la première question, c'est que je me suis demandé comment ces PLM étaient organisés dans les régions proximales. Typiquement, comme je vous le disais, un PLM, c'est un motif d'ADN, mais aussi une position. Donc, justement, en termes de positionnement, comment il se distribue? Eh bien, pour répondre à cette question, voici les histogrammes. Donc, ici, pour Arabidopsis, vous avez Arabidopsis thaliana 5' sur la gauche et 3' sur la droite, avec le nombre de PLM qui ont été détectés, environ 7000 en 5' et 7500 à peu près en 3', et leur distribution, puisque vous avez ici en abscisse la position par rapport au TSS ou au TTS, et vous avez la fréquence associée donc, au comptage, aux occurrences des PLM qui ont été trouvés. Et donc, ce qui se détache quand on regarde cette distribution donc par rapport au TSS, ce que l'on voit, c'est une répartition finalement surtout en 3 groupes. Il y a 3 groupes qui ressortent que je vous ai indiqués ici avec différents cadres, les groupes 1, 2 et 3. Et de la même manière, en 3', on peut distinguer 3 groupes aussi. Donc, ce premier groupe-là et puis les 2 autres qui sont indiqués là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 5', on va retrouver 2 groupes de PLM qui seront conservés, qui seront localisés en amont du TSS et un sur le TSS. Et en 3', on sera plutôt sur des motifs qui seront localisés en amont du TTS et un groupe sur le TTS. Donc, quand je parle en amont du TTS, on sera plutôt dans tout ce qui est génique. Donc, on sera dans le gène. On ne sera pas dans tout ce qui est downstream du gène. Et de la même manière, ensuite, pour le maïs. Donc, j'ai fait la même chose. Pour le maïs, en 5', on détecte environ 10 000 PLM en 9 800 en 5' et 6 000, un peu plus de 6 600 en 3'. Et donc, j'ai tracé les mêmes distributions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de constat, c'est qu'on arrive encore une fois, enfin, on distingue bien 3 groupes finalement pour chacune des régions, comme c'est le cas chez Arabidopsis. Mais surtout, ce qui est aussi intéressant de le voir, c'est que par rapport à Arabidopsis, on constate que les PLM sont beaucoup moins, je dirais, localisés dans les groupes qu'on a identifiés. C'est-à-dire qu'ici, on voyait bien que les 3 groupes ressortaient et que là, chez le maïs, ils ont plutôt tendance, les PLM, à être dispersés le long de la séquence. Ils ont tendance à être retrouvés plus en amont ou même un petit peu plus finalement dans tout ce qui est partie UTR ou les 500 bases qui dépassent le TSS et un peu de la même manière finalement dans les parties terminatrices, donc ce qui est indiqué sur la droite. Mais sinon, en ce qui concerne le nombre de groupes, on peut retrouver 3 groupes également. Ensuite, et pour revenir aussi à la thématique finalement de notre mini-symposium, la question que je me suis posée pour ça était de savoir si finalement, enfin, ce qui se cachait derrière tous ces PLM de novo que j'avais pu identifier. Et l'une des premières choses, la chose principale que je regarde finalement, c'est de savoir s'il y a des sites de fixation de facteurs de transcription que l'on peut attribuer au PLM
que j'ai identifiées. Et donc, pour cela, comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai comparé l'ensemble de mes PLM pour chaque région et pour chaque espèce à la base de données de référence que j'ai utilisée, JasperPlant 2020. Et donc, j'ai pu catégoriser mes PLM en deux sous-parties, enfin deux sous-groupes. Les PLM qui ont effectivement une correspondance avec des sites de fixation de facteurs de transcription déjà connus, que j'ai nommés des TPLM pour TFBS PLM, et ceux qui n'ont pas de correspondance avec des sites de fixation déjà connus, à savoir des uncharacterized PLM ou UPLM dans notre cas. Enfin, je les abrège en UPLM. Et donc ici, vous avez les comptages de TPLM et UPLM par rapport donc à l'espèce ou à la région étudiée. Et en ligne, vous avez le nombre de TPLM et de UPLM identifiés. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a tout de même une très, très grande majorité en termes de motifs que l'on détecte, finalement, de UPLM, de motifs non caractérisés, mais on peut retrouver environ 7 à 11%, 11% et demi de TPLM parmi les PLM qu'on a détectés, et quelle que soit la région d'ailleurs ou l'espèce. Et puis, une chose aussi que j'avais notée finalement dans mes conclusions, c'est que au vu donc, des collections de TFBS qui sont obtenues, qui sont majoritairement obtenues sur des données d'Arabidopsis, ça peut sembler assez cohérent de retrouver finalement moins de TPLM en 5' chez le maïs en termes de pourcentage que chez Arabidopsis. Hop, je reviens sur la diapo précédente. La question suivante que je me suis posée, c'était de savoir finalement ces TPLM que j'avais identifiés, donc ces potentiels sites de fixation de facteurs de transcription, comment se répartissaient-ils le long de la séquence par rapport donc finalement aux distributions que j'avais obtenues tout à l'heure, où est-ce qu'on pouvait les retrouver? Eh bien, là, ce que vous avez peut-être remarqué dans les graphes précédents qu'il y avait deux courbes, une courbe rouge et une courbe bleue, et qui sont finalement les densités pour les rouges des TPLM et pour les bleus des UPLM. Donc, c'est l'exemple ici de Arabidopsis thaliana. Et ce que vous avez surtout ici, c'est le comptage finalement du nombre de TPLM par groupe que j'avais identifié, donc les groupes qui étaient indiqués ici en couleur. Et ce qu'on constate au niveau de ces chiffres, ce qui est intéressant de voir, c'est que le plus grand nombre de TPLM, le groupe qui a le plus de TPLM en 5', c'est toujours le groupe 1, que l'on regarde finalement le maïs ou Arabidopsis, qui est assez cohérent avec ce que l'on connaît. Et le groupe majoritaire qui possède des TPLM, finalement en 3', eh bien, il s'agit du groupe 3, que ce soit pour Arabidopsis ou encore pour le maïs. Et ensuite, la question que je me suis posée par rapport finalement à cette distribution des TPLM qui là était très générale, finalement j'étais resté sur l'ensemble des TPLM sans aller un petit peu plus loin. Là, je me suis demandé si finalement ce pattern de distribution s'expliquait par l'ensemble des familles. Est-ce que toutes les familles étaient distribuées de la même manière ou est-ce que des familles de facteurs de transcription avaient leur site de fixation situé dans certains groupes et pas dans d'autres. Et typiquement, c'est pour cela que j'ai réalisé les figures suivantes. Donc ici, on est dans le cas d'Arabidopsis, encore une fois, en 5' à gauche et en 3' à droite. Et comme je le disais, j'ai divisé, sur chaque ligne, vous allez retrouver une famille de facteurs de transcription qui ont leur site de fixation associé au TPLM, enfin au PLM en question. Et vous avez deux coloriés, les points qui sont associés donc, au groupe 1 ici en bleu, le groupe 2 en vert et le groupe 3 en rouge. Et ça, c'est pareil également pour le 3'. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'effectivement, lorsque par exemple on prend le cas des workies, on arrive à retrouver des sites de fixation finalement dans les groupes 1, 2 et 3, en tout cas sur la base de nos PLM. Tandis que si on prend des trihelix, eh bien finalement on n'aura que dans le groupe 1. Et puis c'est le cas pour d'autres, effectivement, si l'on regarde d'autres, on va retrouver pour les jets de like finalement que des fixations qui seraient potentielles dans le groupe 2 et non pas dans les autres groupes. Et donc ça, c'est également le cas finalement en 3'. Et donc, les conclusions par rapport à ça, c'est qu'effectivement, donc cette distribution que j'observais d'un point de vue global, on arrive aussi à la voir finalement lorsqu'on regarde chacune des familles de facteurs de transcription, avec de nombreuses familles de facteurs de transcription qui ont des sites de fixation dans cette première région, dans ce premier groupe. Mais finalement, ce n'est pas toujours le cas et certaines n'ont pas des sites de fixation dans les 3 groupes ou parfois en ont dans les 3, que 2. Voilà. Et certaines familles de facteurs de transcription, par rapport aussi finalement à la comparaison entre les deux régions, on voit que certaines familles de facteurs de transcription sont spécifiques à la région 5', donc elles sont indiquées ici par une petite étoile. Et si on se focalise finalement sur le maïs cette fois-ci, donc déjà tout de suite, ce que l'on constate par rapport à Arabidopsis, c'est un peu le même constat finalement que quand on regardait tous les PLM. Les TPLM, donc potentiellement associés à des fixations de facteurs de transcription,
semblent plus dispersés le long de la séquence et peuvent se retrouver bien plus en amont du gène que ça n'était le cas chez Arabidopsis. Et donc, ce que l'on constate ici, sinon, pour le reste, c'est le même constat que chez Arabidopsis. On arrive à identifier donc, des familles de facteurs de transcription qui peuvent potentiellement se fixer dans les 3 groupes, et certaines où ça n'est pas le cas, où c'est spécifique de certains de nos groupes. Donc effectivement, là où j'en suis, il va falloir que je continue de comparer finalement les 2 régions, les familles entre elles, mais aussi finalement les 2 espèces entre elles. Et la question que je me suis posée ensuite, finalement, là, on a regardé tout ce qui est TPLM, donc qui peuvent être caractérisés par une fixation potentielle de facteurs de transcription, tandis que de l'autre côté, on a notre majorité de PLM qui sont des UPLM, des Uncharacterized PLM. Et donc finalement, est-ce que ces UPLM peuvent apporter des prédictions fonctionnelles, peuvent-ils être informatifs en termes de fonctions? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé à des enrichissements Go. Donc, comment faire? Eh bien, je pars d'un PLM, j'ai sa liste de gènes associés dans lesquels on le retrouve, et je fais des enrichissements Go associés justement à cette liste. Et finalement, ce que j'ai regardé ensuite et ce qui est répertorié dans ce tableau, c'est le nombre de termes Go qui sont enrichis spécifiquement pour des UPLM et qui ne le sont pas pour les TPLM. Donc, finalement, des fonctions qui seraient potentiellement rattachées à des UPLM, mais non pas à des TPLM. Et donc, c'est ce qui est indiqué ici dans ce tableau. Vous avez Arabidopsis, le maïs, 5', 3'. Vous avez le nombre de UPLM qui ont des enrichissements Go associés. Et vous avez également, ce qui nous intéresse surtout, c'est le total finalement de nombre de termes Go qui sont enrichis spécifiquement pour les UPLM. Et ce qui ressort surtout, enfin là, ce qui est intéressant de cette analyse, c'est que finalement, les UPLM semblent être capables finalement de faire des prédictions fonctionnelles différentes de celles qui peuvent être apportées par les TPLM, donc qui sont des TFBS PLM. Donc, pour conclure, je ne sais pas si j'ai dépassé en termes de temps. Finalement, donc, pour les conclusions par rapport à tout ce que je vous ai présenté sur les analyses que j'ai faites, lorsque l'on regarde l'ensemble des PLM que je peux détecter en 5', 3' et pour les 2 espèces, on voit une organisation en 3 groupes. Et ce qui reste à faire aussi par la suite, c'est finalement une comparaison à la fois fonctionnelle par rapport aux enrichissements Go que j'ai fait et MapMan à venir, et structurale entre les 2 espèces finalement, parce que c'est vrai que je suis resté que sur des comparaisons 5', 3' actuellement. Donc, il faut que je poursuive là-dessus. De la même manière, il a été possible d'identifier finalement 2 groupes parmi mes PLM, des TPLM potentiellement associés à des TFBS et des UPLM. Et on a également vu que les TPLM ne sont pas distribués de la même manière en fonction de la famille de facteurs de transcription qui peuvent se fixer dessus. Et puis enfin, au niveau des prédictions fonctionnelles, en tout cas des enrichissements fonctionnels associés à chacun de ces PLM, que ce soit UPLM ou TPLM, on arrive à avoir des enrichissements. Et la question, c'est de savoir finalement, si on prend par exemple une famille de facteurs de transcription donnés, donc quand on regarde la répartition par exemple des workies, est-ce que finalement des gènes qui sont associés à une fixation des workies dans le groupe 1, mais qui n'ont pas dans le groupe 3, et inversement certains qui n'ont que dans le groupe 3, est-ce que finalement on va retrouver des différences dans les enrichissements fonctionnels, dans les fonctions de ces gènes, ou peut-être même juste rester à un niveau structural et puis ensuite aller vers le fonctionnel aussi. Et puis enfin, je rappelle que PLMView est aussi disponible afin que vous testiez la méthode PLMDetect sur vos propres données à cette adresse suivante. Et je tiens évidemment à remercier mes 2 équipes d'accueil dans lesquelles je travaille, et puis Franck Sanson qui a également été très important dans ce travail puisqu'il a été à l'origine du développement de l'interface PLMView. Voilà, merci de votre attention, et puis évidemment, si vous avez des questions. Margot, tu as un problème de micro. Oui, en fait, c'est mon ordinateur qui chauffe, donc d'où le problème. Donc, si Véro ou Pierre peut me remplacer, désolé. Donc, merci Julien, tu as tenu dans les temps. En plus, on était déjà en retard, donc il n'y a pas à rattrapé un peu. Ok, parfait. Donc, il y a Pascal Martin qui demande si le positionnement moins net, plus fuzzy des PLM autour du TSS ou du TTS chez le maïs, contre Arabidopsis, ne serait-il pas lié à une annotation moins précise des régions 3' et 5' UTR dans le maïs? Alors, on pourrait se poser cette question, mais c'est vrai que les dernières annotations du maïs sont de très bonne qualité, avec des annotations qui ont été faites sur du long grid, avec des longs grids. Donc,
je ne pense pas finalement que ce soit… Il y a peut-être un impact, un petit impact, mais je pense réellement qu'il y a réellement une différence de structure génomique qui explique cette différence et cette répartition, cette dispersion finalement de mes PLM. Donc, la notation du maïs reste quand même de très bonne qualité, peut-être pas autant qu'Arabidopsis, mais donc typiquement, ce qui a également été fait, ce qui n'est pas présenté ici, j'ai également regardé ça chez, par exemple, les Arabidopsis serrata, qui n'a pas forcément une qualité d'annotation meilleure que celle du maïs, et pourtant on va plutôt retrouver un pattern proche de celui d'Arabidopsis thaliana, quelque chose de beaucoup plus regroupé au niveau des groupes, ce qui n'est pas le cas chez le maïs. Il y a aussi une question de Charles. Charles, tu veux la poser en direct ? Je te la pose. Donc, quand tu regardes les motifs connus, est-ce que PLM Detect, donc là, quand tu expliques la méthode PLM Detect, est-ce que ça utilise un background de séquence pour dire que tes motifs sont des PLM, en fait? Alors, comment fonctionne la méthode plus précisément? Je vais peut-être pas réussir à revenir en arrière. Pour le partage. Hop. En fait, comment fonctionne la méthode PLM Detect? Je ne suis pas rentré dans les détails. Elle va prendre ce que l'on appelle une région d'apprentissage que j'avais indiqué ici en bleu finalement, et la région d'étude qui est indiquée en rouge. Et on considère la région d'apprentissage comme une région qui aurait été déterminée comme neutre en termes de distribution des motifs et qui a été déterminée au préalable via des analyses qui ont été faites auparavant. Et donc, ce qui se passe, c'est que PLM Detect, basé sur cette région d'apprentissage, va faire une régression linéaire, va poursuivre cette régression linéaire, c'est ce qu'on peut voir sur les graphes ici, va calculer l'intervalle de confiance associé et va déterminer ensuite dans la région d'étude qui est indiquée ensuite en rouge si la distribution excède finalement notre intervalle de confiance et si donc il y a bien un pic dans la distribution. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et donc on n'est pas vraiment sur un background, on est plus sur une région d'apprentissage, ce qu'on a appelé une région d'apprentissage, même si ça pourrait porter d'autres noms. Une autre question de Charles, est-ce que c'est possible de clusteriser les gènes via leur réponse au PLM, du moins qui ont les mêmes PLM, et voir leur enrichissement Go? Alors, ça n'a pas été fait, mais effectivement, c'est une des pistes. Et typiquement, c'est quelque chose que l'on voit bien finalement avec cette représentation qu'on voit ici. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de me diriger aussi pour voir s'il est possible de clusteriser les gènes par rapport à leur contenu en motif. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est ce que je dis, ça n'a pas été fait, mais je pense que c'est une piste très intéressante à explorer. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Other questions? J'ai l'impression que c'est bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir remercier nos speakers. Et c'était vraiment très enrichissant ce mini symposium. On aurait voulu que ça dure plus longtemps, on a dépassé d'ailleurs. Mais je pense qu'on avait tous plein de questions à poser encore. On peut se retrouver dans le Gather Room pour se parler aussi. On peut continuer un peu, hein, s'il y en a qui veulent continuer à discuter. Je ne sais pas, là, c'est encore ouvert le Zoom. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Alors, d'un point de vue technique, Véronique, si tu veux, on peut te mettre comme animatrice du Zoom et du coup, tu peux le fermer quand tu veux. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute encore un petit peu, au moins les speakers entre nous et puis même ceux qui veulent rester quoi, pour les discussions. Si vous avez 5 minutes encore, un petit peu de temps, on peut poser. Moi, ça va être un peu compliqué, il faut que j'aille m'occuper de mes enfants, désolé. Oui, j'ai le même problème. Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. I would switch to English. Really, really interesting. Yeah. Yeah, really. It was a lot of fun, and yeah, next time we have to do that physically, so where we don't have the kids around, and so we can stick around and talk more over coffee, dinner, whatever. And take a coffee too. I agree.
Ok, bah merci encore à vous tous pour merci à tous. Les personnes qui sont venues écouter. C'est chouette de voir qu'on a pu réunir jusqu'à 100 personnes pour parler de motifs. C'est pas mal. Hein. Ça reste encore beaucoup de monde. Ouais. Thank you, folks. Ouais, bonne soirée. Take care. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bon, là.